Bienvenue les amis, je me présente Hassim Salati, étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors, dans les derniers tutos, nous avons vu les EGB3 avec ces trois types, les EGB sessions comme stateless, stateful ou singleton, les message driven beans et enfin les entity beans de persistance. Aujourd'hui, nous allons continuer à cette partie-là qui est la Java Persistence et nous allons voir ce qu'on appelle JPA, Java Persistence API. Donc, comme son nom indique, c'est une API Java la plus utilisée avec les JDBC pour faire la persistance des données. Donc, je définis le JPA. Donc, la plupart des données manipulées par les entreprises doivent être stockées dans des bases de données, comme vous savez. Donc, afin de pouvoir être manipulées ultérieurement ou dans un autre temps. Donc, on va parler des SGBD relationnels, donc qui est une organisation en forme de table. Si on dit table, on dit ligne plus colonne, avec des clés primaires, clés étrangères et des jointures et des choses qu'on va voir. Donc, on dit qu'un objet est persistant. Donc, on dit persistance, c'est là, si cet objet-là est capable d'être stocké dans un état afin d'être réutilisé ultérieurement. Donc, vous pouvez voir sur mon blog hashimidev.blogspot.com dans une formation Java, j'ai parlé des JDBC. Donc, ce sont les Java Database Connectivity, c'est l'API standard pour accéder aux bases de données relationnelles en Java. Donc, j'ai fait une formation complète sur ça. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle ORM, c'est-à-dire l'Object Relational Mapping. Donc, le principe général du ORM consiste à déléguer l'accès au BD relationnel à des frameworks qui vont générer des choses pour faciliter notre travail. Donc, nous allons aujourd'hui parler des GPA comme j'ai dit. Comme nous avons vu les JDBC et les Entity Beans dans EGB3, aujourd'hui nous allons voir une autre composante de persistance, ce sont les Java Persistence API. Donc, cette API elle est créée pour résoudre la plupart des programmes de persistance des données en reliant le modèle objet et le modèle relationnel. Donc, cette API va faire la traduction d'un modèle relationnel en un modèle des objets. Donc, de ce jour-là, vous allez manipuler des objets et non pas plus des relations. Donc, c'est une couche d'abstraction au-dessus du JDBC. Cette GPA-là, cette API, c'est une couche d'abstraction au-dessus du JDBC qui va fournir une indépendance vis-à-vis du SQL. Donc, vous n'allez plus manipuler du SQL que dans les cas où c'est tout à fait nécessaire. Et vous allez utiliser une JavaX.Persistence Unit. Donc, les composants principaux de ce GPA. Donc, parmi ces composants-là, je vais citer le ORM, comme on a dit, c'est le Object Relational Mapping. Donc, c'est un mapping objet-relation. C'est un mécanisme permettant de faire correspondre des objets à des données stockées dans une base de données relationnelle. Donc, on va utiliser une API de gestion d'entités pour permettre de faire les relations CRUD, c'est-à-dire create, read, update et delete. C'est un modèle CRUD. Nous allons voir aussi le GPQL, Java Persistence Query Language. Donc, c'est un langage qui permet, comme le SQL, c'est un langage de manipulation de bases de données. Donc, le GPQL, c'est un langage de Java Persistance.
Et nous allons voir enfin le GTA, c'est le Java Transaction API. Donc comment manipuler les transactions. Donc pour faire tout cela, ben, je commence avec une petite chose. Ben, je vais vous montrer un autre environnement aujourd'hui, c'est le MySQL Workbench. Donc c'est un produit Oracle, le plus utilisé dans les grandes sociétés. Donc je vous conseille que vous deveniez familier avec ce produit là. Donc c'est un serveur, un moteur de base de données et un éditeur de SQL, un éditeur de table de données, éditeur de SQL, et avec lui on fait le management des connexions. Donc c'est un serveur d'instance, il fait l'import et l'export, donc il est tout à fait complet. Comment travailler avec ça? Donc pour le télécharger, visitez le site MySQL Workbench. La dernière version, c'est celle que j'ai, c'est le 5.2. donc pour la télécharger, il suffit d'appuyer sur Download Now. Ici vous allez trouver une fiche de produit PDF, des tutos une documentation très détaillée ici. Donc il vous fait la conception de base de données visuelles, des captures d'écran. Donc c'est une chose très utilisée comme je vous ai dit. Donc s'il vous plaît, veuillez être familier avec ce produit là. Donc enfin du téléchargement, donc c'est très simple, il suffit de download et d'attendre comme tout logiciel. Donc vous avez une interface comme ça. Donc on commence par la création d'un connection pour faire le query. Donc pour faire cela, cliquez sur Open Connection to Start Querying. Moi je vais utiliser localhost, donc vous tapez le localhost. Un standard de connexion, communication, vous utilisez des sockets ou des... moi je vais utiliser le modèle le TCP/IP. Donc vous mettez ici votre localhost, donc c'est l'adresse 127.0.0.1 avec un port par défaut de connexion TCP/IP qui est le 3306, un username root, un password que vous pouvez indiquer. Donc les états avancés pour faire votre encodage et utilisation du SSL pour les encryptions, des choses comme ça. Donc puis vous appuyez sur OK. Donc après OK, vous allez aussi, comme j'ai ici, une connexion que vous allez utiliser. Donc j'ai ici cette connexion là, je double-clique ici. Donc j'entends un peu. Donc c'est très intéressant de connaître ce logiciel, cet éditeur là. Donc ici vous avez des bases de données que j'ai créées. Pour créer une, vous pouvez aller sur Query Database ou tout simplement créer un nouveau schéma ici. Donc j'ai créé ce schéma, j'ai ici une base de données créée. Je vais mettre en place une base de données que je vais utiliser dans mon cours concernant le GPA. Donc je vais nommer une base de données, par exemple. Nous allons faire une toute simple application. Je vais nommer mon base de données, je vais la nommer par exemple le pays dans laquelle, puis je clique sur Apply. Donc il va me définir le code SQL que vous pouvez modifier comme vous voyez ici. Donc il va faire un create schéma nommé pays. Donc je fais execute et puis finish. Donc je vois ici et voilà, il est créé ma table, ma base de données, mon schéma. Donc dans ce schéma là, vous pouvez mettre en place vos tables. Donc clic droit ici,
create table, il va me créer des tables. Donc vous pouvez comme ça nommer la table. Je vais la nommer pays avec un symbole par défaut et des encodages que vous pouvez modifier ici. Je le laisse par défaut, le UTF-8. Donc ici vous mettez en place vos colonnes. Donc je vais le nommer première colonne ID et les primary key, not null, unique index et les binary, unsigned data type. Ici les valeurs multiples, auto increment et une valeur par défaut. Donc pour mon cas je vais le mettre primary key, l'id, il est aussi not nul et il est auto increment. Donc je passe à l'idée suivante, aux colonnes suivantes. Ici je vais la nommer par exemple un nom pays, donc qui va être un varchar. Double-clic ici pour modifier la taille de son. Donc ensuite je vais donner en le pays, par exemple on dit quoi sur les pays, j'ai oublié le mot en français, ce qu'on appelle al-asima bil-arabi. Donc ça s'appelle quoi? Donc une minute, je vais faire une recherche du mot, pardon, donc ce qu'on appelle capital. Donc je vais modifier la taille, je vais mettre un 100. Donc c'est tout. Je vais faire un apply. Donc il va créer un table dans le schéma table qui va le nommer pays avec un id int not null, il est auto increment avec un nom varchar et nul et un capital et un primary key qui va être id. Donc je fais apply et c'est bien passé, donc finish. Donc ici je clique droit, select rows, etc. Donc il va me faire un select from ce tableau que j'ai bel et bien créé. Donc c'est comme ça qu'on fait en table. Maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Par exemple je vais mettre en place des valeurs dans ce tableau là. Comment le faire? Je viens ici, je laisse car il est auto increment. Par exemple je mets le nom du pays qui va être Tunisie, avec le capital Tunis. Ensuite je vais choisir une, par exemple je vais choisir France avec le capital Paris, etc. Donc juste pour tester les variables. Donc c'est tout, je vais faire un apply, il va me faire deux insertions, insert into non capital values Tunisie. Donc je fais un execute, finish, je viens ici, je fais un select et il va me donner le deux pays. Donc vous pouvez faire de même avec une requête SQL, c'est tout à fait la même chose. Donc ici vous pouvez créer des vues. Donc les vues ce sont des fenêtres à une partie du table que vous avez créé. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je vais vous montrer autre chose dans ce logiciel? Donc je vais vous laisser pour que vous le découvrez vous seul. Donc ici vous pouvez faire un edit, c'est-à-dire update du table, un copy, un send, un enter table, un drop table, un refresh et beaucoup d'autres choses. Donc vous pouvez découvrir cet onglet et vous avez un help avec un mysql.com comme documentation. Donc c'est très riche. Vous pouvez obtenir
les updates et les installer à partir de check for new updates. Donc comme ça, je pense c'est une petite introduction à cet environnement-là. Maintenant, on va commencer notre partie la plus intéressante pour nous et la manipulation du GPA. Donc, je vais diviser ce cours en deux parties. Donc, la première va consister à utiliser ce GPA avec une application Java Desktop. Et ensuite, on va passer à l'utilisation du GPA dans une application J2E. Donc dans cette partie, on commence au premier temps par la création ou comment utiliser le GPA dans une application desktop. Pour cela, je vais créer un nouveau projet Java Application Desktop. Donc je vais le nommer ce projet. Je vais le nommer par exemple monde. On va composer l'ensemble des pays. Donc, je vais cliquer sur Finish. Donc, je vais obtenir une application, une classe nommée monde avec un menu. Donc, par exemple, je vais tester si ce menu active. Donc system avec la S majuscule .out .print donc bienvenue. Donc je viens ici, je vais faire un raw file. Donc il compile, il va compiler un peu, et il va m'afficher le voilà, il m'a affiché le bienvenu. Donc maintenant je passe au GPA. Donc pour faire cela, je vais créer sur source, ensuite un nouveau package. Donc ce package là, je vais le nommer int pour entity, dans lequel je vais stocker mon entité. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apporter l'entité que j'ai créée. Donc pour résumer le modèle le mécanisme ORM, donc nous avons dit que chaque entité ici dans notre base de données que j'ai créée, donc le pays va être un objet. Donc le nom, le capital vont être des champs d'un objet que nous allons les manipuler. Donc nous n'allons plus parler de ce qu'on appelle un base de données ou un table ou un champ. Non, pas du tout. Nous allons manipuler des objets comme toute classe Java. Donc vous pouvez en pratique remarquer ça vous seul. Donc pour faire cela, le NetBeans comme IDE va générer la partie la plus importante. Donc clic droit ici, new, et on fait entity class from database. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Donc je vais vous montrer comment faire ça. Other. Ensuite je vais chercher le persistance ici, et ensuite entity class from database. Ou si vous voulez créer votre classe vous-même, vous faire un entity class. Donc pour faciliter le travail, je vais faire un entity class from database. And next, et ici il vous demande la database connection, donc où se trouve votre database. Donc vous allez faire un new database connection, à indiquer le driver qui est MySQL. Donc je vais faire un next. Donc vous allez utiliser un driver name qui est le MySQL connector GDriver. Le port doit être le même port qu'ici. Donc
Donc je viens, donc c'est comme ça. Donc le port doit être comme le host va être localhost, c'est-à-dire l'adresse 127.0.0.1. Le port doit être 3306, le port TCP par défaut, c'est celui-là. Le database, donc je laisse, donc le username doit être ce même username, et le password vous allez à modifier. Donc moi j'ai un password et vous pouvez la laisser seule. Donc vous pouvez, avec install vault, vous pouvez mettre en place votre password. Donc je viens sur mon éditeur. Donc ici vous avez indiqué le database name. Donc ma base de données ou mon schéma, il est nommé, donc j'ai nommé pays. Donc je viens ici, je vais mettre le même nom. Attention aux fautes orthographiques. Donc le password, vous allez l'entrer. Donc je mets ma password et je vais tester la connexion. Donc il va faire les tests avec la connexion. Il va tester le hostname, le port, le database name, le username et le password. Donc si ça va, il va l'accepter. Sinon, il vous demande de vérifier votre coordonnée. Donc je fais un test et me dit connexion succeeded. Donc si je mets un row, je fais un test connection, il me dit que l'accès est undenied. Donc vous n'avez pas l'accès. Donc je laisse route, je teste et voilà, la connexion est bien faite. Donc je mets le nom, j'ai mis le nom du base de données. Donc n'oubliez pas l'objectif. L'objectif est de créer un entity class from database. Donc il va faire la création d'une entité à partir du base de données. Donc il a maintenant fait accès à vos bases de données que j'ai créé pays. Donc maintenant il va me demander laquelle des tables. Donc je vais choisir la table pays. Mais faites attention, je vous ai dit ne plus parler des tables, mais on parle des entités et des objets. Donc regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire un next, un finish, et maintenant il a fait accès à ce schéma là et il m'a dit available tables, c'est-à-dire les tables qui se trouvent dans ce schéma là, dans cette base de données là. Je vais faire un add. Donc ils sont inclus ici, inclus related tables. Si vous avez par exemple un clé étrangère de cette table ou une liaison à une autre table, il va les inclure tous les deux. Donc sinon vous faites comme ça, il va inclure la table bêtement sur table seule. Donc je vais faire un next. Donc il demande la base de données, la class name, la generation new. Donc la table, le database table, c'est le pays. Il va à partir de ce pays me générer cette entité là, ce class name qui va être pays. Donc regardez comment ça passe. Donc il va me gérer le named query annotation. Donc je vais vous expliquer ça. Il va mettre dans le package ENT. Donc la collection va être java.util pour les sélections. Je vais faire un finish. Regardez bien qu'est-ce qu'il va me générer. Donc je viens ici vers mon ENT, double-clic, il m'a généré une classe qui est nommée pays. Donc regardez bien qu'est-ce qu'il fait. Il fait un alt entity, c'est-à-dire comme nous avons vu avec les UGB, on met un alt entity. Donc dans le cas d'un EGB de persistance. De même, il me met cette classe avant le nom de la classe qu'il a nommé pays. Et il a mis le add entity pour me indiquer que c'est une entité. Donc c'est une entité qui accepte la persistance. De même, il a
met un alt table, c'est-à-dire cette unité-là va être traduite en un table équivalent à cette classe-là. Donc, XML Payment, il m'a généré le named queries, donc c'est du GPQL, donc nous avons dit le GPQL c'est Java Persistence Query Language, donc c'était équivalent à MySQL, donc le SQL joue avec les bases de données et les schémas et les tables et les colonnes et les champs, mais nous on joue avec les entités, les objets et les propriétés des objets. Donc par exemple, il fait un pays.findAll. Ce pays.findAll, il est équivalent en SQL à select.p from pays.p, c'est-à-dire à select étoile from pays. Donc, find by ID, par exemple, un find by ID, si vous allez fournir un ID qui va le chercher. Donc, il est équivalent à select étoile from pays where pays.id, il est égal à un ID donné. Donc si on met 2.id, c'est-à-dire un id donné. Donc find by nom, find by capital, donc il va générer tout ça. Donc ensuite, si on entre dans notre classe, il va faire un alt id. Donc il va me définir un id, puis un nom, puis un capital. Ce sont les champs et les colonnes de ma base de données, id, nom et capital. Donc il va me faire un ID pour cette ID-là. Donc, vous pouvez changer le generation type. Donc, comment on peut faire auto pour auto increment, identity pour identification, c'est une séquence ou c'est un tableau. Donc, moi, je vais le mettre en auto pour qu'il soit auto increment. Quand vous pouvez lui laisser l'identité. Donc ensuite, il va me faire un colonne ID et l'équivalent de cette anti-ID. Le nom, colonne nom, est l'équivalent à un champ. Donc il va faire une équivalence entre chaque colonne dans la base de données traductionnelle que nous avons fait, que nous avons déjà créé, avec un champ d'un objet, propriété d'un objet. Donc ensuite, enfin, il va générer les setters et les getters avec des méthodes overrided comme le altString ou toString ou des choses comme ça. Donc je pense que vous avez bien compris la chose qui est passée avec cette génération. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau package que je vais nommer un CTRL control. Donc dans ce CTRL maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à manipuler cette classe là, cette entité là. Donc je vais faire un cliquer ici, new, others, persistance comme d'habitude, et ici un GPA controller classe. Je vais vous expliquer. Je vais faire un add, un next dans le package control, et il m'a généré un pays controller. Donc c'est quoi ce controller là? Donc la chose la plus importante que vous devez mettre en tête, c'est cette mot-là, Entity Manager Factory. Donc mettez ça bien en tête. Le Entity Manager Factory, c'est la clé avec laquelle un mécanisme ORM ou un framework comme Hibernate ou sur cette API GPA va faire la communication avec votre base de données. Donc tout le travail est fait par cette Entity Manager Factory. Donc cette GPA Controller va me générer une méthode qui va me retourner l'Entity Manager Factory avec un create qui va me créer un champ. Donc il va faire tout simplement un insert
avec un edit, c'est l'équivalent de update, un destroy, c'est l'équivalent de supprimer, et un find pour la sélection. Donc find pays pour tout. Vous voyez que valeur de retour c'est une liste des pays. Donc find by pays entities, find by ID, get pays count qui va faire un count étoile. Donc c'est un contrôleur qui va vous donner des méthodes extraordinaires. Donc regardez bien comment ce contrôleur là est tout à fait près de vous. Il va vous générer tout et même des exceptions, donc sans rien faire. Donc il va générer lui tous les types des exceptions. Donc ensuite je vais passer à maintenant comment gérer cette GPA. Donc maintenant tout est prêt. On va commencer normalement à manipuler notre base de données. Donc pour faire cela, je vais faire un nouveau package et le nommer comme. Donc dans ce package là, je vais commencer à la manipulation. Pour faire cela, je vais créer une classe database manager. Donc c'est une simple classe Java. Je vais nommer DBM. Donc dans cette classe Java, je vais prendre en compte les. Donc comme je vous ai dit, j'ai besoin de quelques champs, donc je dois les récupérer. Comme ce entity base, entity factory manager. Donc ce entity manager ou entity manager factory, pardon. Donc on commence par la configuration de notre entity manager factory. Donc je le mets ici. Je vais éliminer tout ça. Donc je vais créer une variable, un prefet statique. Donc entity manager factory, qui appartient au package Java Export Persistence, comme je vous ai dit. Je vais nommer un ENF pour entity manager factory, qui va être la persistance create entity manager factory. Donc je vais créer une entity manager factory. Donc elle va me demander laquelle vous allez l'utiliser. Donc je viens sur metanf, il m'a fourni une persistance unit. Donc ce persistance unit, il va prendre en tête toutes les configurations possibles à ma base de données. Donc à cette unité de persistance, il va vous fournir un design, une interface que vous pouvez manipuler. Donc ici le JDBC Connection, le Persistence Library qui est un GPA 2.0, donc qui utilise l'Eclipse Link. Les méthodes de validation, c'est auto ou callback ou loan. Donc je vais voir ça en XML. Donc c'est équivalent à cette interface là en XML. Il va vous fournir un URL, un host, c'est-à-dire un password, le driver que vous allez utiliser, le user qui est root. Donc cette entity manager, cette persistence unit est mon PU, donc que je vais mettre ici. Donc mon but maintenant, c'est de gérer cette entity manager factory et la bien configurer. Donc ensuite, je vais instancier mon GPA controller. Donc static pays, par exemple GPA controller. Donc qu'est-ce que je fais? Donc juste un coup d'œil. Donc le NetBeans vous a géré des choses. Donc
comme le GPA controller ou l'unité de persistance et l'entity manager factory. Donc vous avez à configurer cette entity manager factory, cette GPA controller, les classes que le Eclipse ou NetBeans vont gérer selon vos besoins. Donc je vais le nommer pays GPA controller qui va être égal à un new pays GPA controller qui va prendre comme paramètre ce EMF. Donc pays GPA controller, je reviens ici, le pays GPA controller, ce constructeur d'initialisation, celui-là va prendre un entity manager factory, il va vous la rendre, donc 10 points. Comme j'ai fait ici, il va prendre un entity manager factory EMF, il va faire l'instanciation avec. Donc ensuite je vais configurer mon entity manager. Donc private statique entity manager. Donc j'ai fait l'entity manager factory. Maintenant je fais le entity manager et j'ai besoin d'un import. Oui. Donc il va être un EM qui est égal à EMF entity manager factory point create entity manager. Donc il va créer. Maintenant nous avons notre entity manager que nous allons manipuler. Donc comme je vous ai dit, l'entity manager c'est la clé de la manipulation de base de données. Donc je vais maintenant générer quelques champs. Donc je viens sur réflecteur, les feeds encapsulés. Donc je vais générer quelques get et le get entity manager et le get pays controller. Donc je pense que c'est tout ce que nous avons besoin. Donc ça va créer tout simplement des getters ou des setters. Donc vous pouvez faire ça vous-même. Donc voilà, imaginez les deux getters que j'en ai besoin. Donc maintenant tout est prêt pour s'exécuter. Donc pour faire cela, je reviens au GNU main, donc ce monde là, donc qui va prendre le main. Donc je reviens à notre main. Donc maintenant je vais créer tout simplement une première méthode qui va faire la création d'un champ dans votre table. Donc nous allons utiliser la méthode create. Donc je vais le nommer créer par exemple. Donc cette méthode statique. Donc je viens ici, je vais développer cette méthode là. Donc j'ai mis cette là. Et maintenant je commence par la manipulation d'une création. Donc comment créer un champ dans notre base de données. Donc je vais vous donner le principe de la création, donc que vous allez utiliser. Maintenant si vous avez bien compris comment faire l'installation et la configuration des classes que nous allons faire, donc c'est très simple maintenant de gérer votre base de données et votre objet. Donc tout simplement je vais faire qu'est-ce que je vais appeler un pays. Ce pays là va être cette unité là. Donc je vais l'instancier. Donc je suis où? Donc le monde. Donc je vais faire un pays par exemple. Je vais nommer pays qui va être un new pays.
tout simplement, comme toute autre classe. Donc, new pays. Maintenant, regardez, je vais faire un pays point 7 et il va me dire cette idée ou cette nom ou cette capitale. Donc, ça devient très simple. Par exemple, je vais faire le pays point 7. Je vais le nommer le pays Égypte. Je vais faire un pays point 7 capitale. C'est le Cairo. Donc vous voyez comment ça devient très simple de manipuler les bases de données maintenant. Donc rien, vous ne faites rien du tout du SQL. Donc tout est généré automatiquement. Ensuite, je vais faire appel à ma base de données manager, ma classe que j'ai nommée DBM. Je vais prendre un get pays controller. Ensuite, point create, je vais créer l'API. Donc, je reviens ici sur pays controller et je vais utiliser cette pays-là. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette pays-là? Elle va l'instancier un entity manager, elle va prendre un entity manager qui va le créer ici. Elle va faire un begin d'une transaction. Ensuite, elle va faire la persistance, c'est-à-dire la sauvegarde de cette transaction, la sauvegarde d'une opération, la sauvegarde d'un champ, comme nous allons en faire maintenant. Et puis, elle va faire un commit, tout simplement. Donc, je reviens au monde. Donc, nous allons faire un create. Ensuite, je vais faire un run. Donc, j'attends l'affichage d'une erreur. Donc, je le baisse un peu. Donc, il va me faire une erreur. Car c'est quoi? Le driver est not found, tout simplement. Donc, comment maintenant je vais vous montrer comment ajouter un driver. Donc, vous venez sur Library, vous faites un Add Library et vous cherchez ici sur MySQL GDBC Driver. Donc, vous faites Add. Donc, je reviens ici, je fais un raw file, normalement l'erreur disparaît. Oh, il me fait un pays.séquence does not exist, tout simplement car j'ai pas mis le point 7 de l'id. Par exemple, je vais mettre un id égale à 4, donc un autre id égale à 3 par exemple. Je vais faire un run et voilà un build successful. Donc je reviens ici pour vérifier si la persistance s'est bien faite. Je fais un refresh et voilà, bel et bien notre base de données s'est modifiée et voilà l'ajout. Donc je reviens ici, je vais créer un autre champ 4. Je vais choisir un autre pays. Par exemple, je vais choisir l'Italie qui a comme capitale Rome. Donc je reviens ici, je fais un run, un build successful, je reviens ici, tac, et voilà, c'est bien ajouté. Donc c'est tout simplement la manière comment ajouter un champ dans notre base de données. Comme vous voyez, c'est très simple, c'est très facile. Donc maintenant, par exemple, on passe à la création d'une autre méthode. Par exemple, on va me faire un select. Donc, je vais cliquer, créer ici, je vais le nommer select, par exemple. Donc,
select, donc le type de retour n'est plus un void. Ça va se générer, donc ça va être mieux. Donc le type de retour, ça va être un ensemble de pays, donc un ensemble d'objets. Donc il va me générer une méthode private static void select, et comme je vous ai dit, on n'a pas de void. Donc ça va être par exemple une liste de pays. Donc, je prends ça, je le mets en tête, je commente sélection des pays. Donc j'élimine cette ligne, j'élimine le void, donc je vais laisser jusqu'à présent. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un CLBI, c'est un objet pays, donc le type de valeur de la liste, et je vais appeler. Non, c'est pas comme ça, ça va être une liste. Liste de quoi? Liste de pays. Donc, dans cette liste de pays que je vais nommer par exemple pays, elle va être un DPM, notre manager, comme vous avez dit, point de contrôleur, qui va nous fournir une méthode un find pays entities. Donc tout ce find pays entities, donc je pense que je dois appeler le liste dans java.util, je pense. Donc maintenant je vais prendre cet employé là et je vais boucler sur, donc cet employé va me retourner avec c'est java.util liste. Est-ce qu'il y a des erreurs? Je pense que non. Donc ensuite je vérifie avec une boucle for en utilisant un itérateur qui va boucler sur la liste. Donc je vais faire un for itérateur. Comme d'habitude, je vais donner le type des valeurs de tour. Donc je vais faire un it qui va être un itérateur qui va me faire un pays point. Donc je veux le itérateur, c'est voilà. Donc, je vais le laisser pays.itérateur. Donc on a deux paramètres pour le for. Donc le deuxième paramètre, ça va être le, quand on fait i++, ça va être le it. Donc maintenant on va faire la condition de boucle, c'est-à-dire for i, par exemple for int i inférieur à n, pour nous i it.has next value, c'est-à-dire notre itérateur contient has next, contient des éléments encore. Donc on va faire le i++, donc on va laisser le le condition d'incrémentation vide, car si cet itérateur retourne n'a pas de next, il va sortir, donc il va nous retourner le dernier élément. Donc c'est bien sécurisé à travers le itérateur, tout simplement. Donc je continue avec ici. Un objet pays, donc de retour, je vais nommer pays, qui va être un it.next, donc le prochain, et je vais tout simplement faire un system.out des valeurs, et ça va être comme ça.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, mon pays est plus un pays point getNo sans sa capitale, bon, je sais pas. Sa capitale est un pays à point. C'est quoi ça? Donc, je veux cette valeur de retour là. Donc, je vais faire un run. Donc, avant ça, je viens sur ma main, je vais virer ce qui est là, donc on ne va pas me faire une autre fois le courrier. Donc je reviens au monde, donc ce sont quoi les lignes que j'ai 4 lignes, donc j'attends 4 phrases, 4 système.out.println. Je suis où? Je suis ici, donc je fais un run file, donc il va compiler. J'attends 4 système.out.println avec les 4 objets. Donc, il est running. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi l'écran? Oh, j'ai une erreur, donc je vais annuler le run. C'est ici. Donc j'ai fait la création. J'ai fait en fait utiliser j'ai un problème dans mon serveur Glassfish. Et le ID, ça va être 5. Donc je viens ici, je vais faire run. Il a fait un build successful. Je reviens en base de données, je réaffiche et il affiche le ligne que j'ai inséré. Donc je reviens ici, je vais faire mon select, donc je vais faire un autre run. Serveur Glassfish. Donc, il va afficher mon pays est Allemagne, son capital est Berlin. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser le GPA dans une application desktop. Donc vous pouvez de même créer qu'est-ce que j'appelle une méthode pour comme DBM DBM ici .get entity manager. Donc c'est comme ici, get entity manager. Donc dans ce point là vous pouvez faire quoi? Faire la destroy, c'est-à-dire la suppression, le drop, le delete. Donc vous pouvez faire un edit, c'est-à-dire un update. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec le GPA dans une application desktop. Donc je pense que vous avez bien compris ça. Donc je vous remercie pour votre attention.
vous avez sûrement vu la capacité que vous donne le GPA. Donc c'est une simplicité impeccable. Donc tout devient simple et vous devez remettre votre IDE, mettre bien sur Eclipse pour ce qu'il vous génère. Donc nous allons maintenant passer à comment utiliser le GPA, le Java Persistence API, dans une application J2E, donc dans le domaine web. Donc je vous remercie pour votre attention. Au prochain vidéo, donc GPA plus J2E. Donc merci bien une autre fois. Vous pouvez consulter tous ces tutos-là et beaucoup d'autres sur mon blog hashimidel.blogspot.com ou sur ma chaîne YouTube Hashim Sraiti ou sur mon email hashimfst@gmail.com. Donc merci bien de votre attention. Enfin, et à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.